Connaissance. Recherche. Sciences. Des sciences mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Nature. Ok, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci d'être restés jusqu'à maintenant. Ce que Mathias m'a fait s'étend beaucoup plus que simplement l'imagerie ultrasonore. J'ai essayé de vous couvrir ce que je vois comme étant les défis principaux de l'imagerie médicale au XXIe siècle. Un bref rappel du contexte lié à la santé. La population vieillit. C'est dans les pays occidentaux le pourcentage de la population au cours des ans dépassant 60 ans d'âge, et j'aurais pu inclure ici la même courbe des gens de moins de 15 ans. Elle est symétrique, elle a l'autre pente que celle-ci. J'étais en Chine il y a 10 jours, cette courbe-là est encore plus importante que celle que je montre ici. Donc il est évident que la démographie est un des facteurs principaux de cette demande. Il y a aussi autre chose qui se passe aujourd'hui. Quand vous parlez des médecins, il y a de plus en plus de patients qui prennent contrôle de leur santé, ils demandent des soins meilleurs et plus rapides, et ils connaissent beaucoup de choses. Et puis, chacun d'entre nous, ça dépend où on vit, il y a des gouvernements, et les gouvernements, généralement, poussent pour une diminution des coûts. Vendredi, il y a une annonce qui vient d'être faite par General Electric. Ils ont décidé d'investir 6 milliards de dollars dans tout ce qui est santé. C'est énorme. Donc c'est un problème important, un problème qui est vécu comme étant extrêmement important par les industriels. Quand on regarde les développements dans le secteur de la santé, le marché nord-américain commande toujours un certain nombre d'innovations médicales. Tous les développements de scanners multicoupe, multi-slice CT, c'était aux États-Unis. Tout ce qui est IRM interventionnel et aimant ouvert, gros aimants, c'est aux États-Unis. Et les problématiques de fusion de systèmes dont Mathias a brièvement parlé, une combinaison d'un TEP avec un scan, ça aussi est démarré aux États-Unis. Dans l'environnement industriel, il y a une consolidation qui s'est passée. Aujourd'hui, il y a 3 gros industriels, General Electric américain, Philips hollandais et Siemens allemand, qui possèdent en medical device plus de 85% du marché de l'imagerie médicale. Autre point, oui, juste le point que je voudrais signaler, la CGR qui existait il y a de nombreuses années a été vendue à General Electric il y a assez longtemps, donc il n'y a plus du tout de gros industriels français dans le domaine de l'imagerie médicale aujourd'hui. Et il y a, comme je le disais tout à l'heure, il y a une plus grande connaissance de la part des patients des problématiques liées à la santé, ce qui développe en particulier un nouveau domaine qu'on appelle e-santé, home monitoring. Et il y a aussi une prolifération d'informations médicales. J'ai juste pris un site ici de la Cleveland Clinic sur les problèmes de dépression. Beaucoup de médecins, beaucoup de patients consultent ces sites avant d'aller consulter leur médecin et leur disent voilà pourquoi vous ne pouvez pas me traiter, c'est comme ça que les malades qui ont la même maladie que moi sont traités au Chili et pourquoi vous ne le faites pas. Donc c'est un nouvel environnement. Alors quels sont les facteurs technologiques clés ? 1, le développement d'une nouvelle génération de senseurs. 2, il y a toujours la loi de Moore. Gordon Moore, le cofondateur de Intel, qui a dit un jour quelque chose qui est devenu une loi, c'est que la puissance des microprocesseurs allait doubler tous les 18 mois. Donc ça a un impact sur la vitesse de traitement, mais aussi sur la taille des objets que l'on fabrique. Il y a d'autres technologies qui impactent nos produits. Aujourd'hui, tout ce qui se fait dans le domaine des batteries, tout ce qui se fait dans le domaine des écrans, les jeux vidéo, Mathias en a brièvement parlé, je vais en revenir, tout ce qui se fait dans le domaine des calculateurs, et finalement toute la génomique et la médecine moléculaire, que ce soit l'imagerie moléculaire, le diagnostic moléculaire et la thérapie moléculaire. Donc dans les 40 minutes qui me restent, je vais essayer de traiter un peu tout ça assez rapidement. La loi de Moore, oui, on se pose un problème, on arrive à une fourche et de savoir ce qu'on veut faire, est-ce qu'on veut miniaturiser ou est-ce qu'on veut accroître les performances d'un système. Donc dans le cadre de nouveaux systèmes d'acquisition, en rayons X, c'est toute la nouvelle génération de détecteurs plans, basés maintenant aujourd'hui sur des technologies principalement CMOS. En scanner X, on parle maintenant
d'acquisition volumique plutôt que simplement ligne après ligne, plutôt que multiligne. Et il y a une nouvelle génération de détecteurs également pour tout ce qui est médecine nucléaire. Par contre, là, dans ces domaines-là, dans ces trois domaines-là, il y a une convergence technologique où les mêmes technologies commencent à être utilisées pour ces trois types de détecteurs et d'imagerie qui sont différents. Dans le domaine des ultrasons, on parle maintenant de plus en plus de réseaux matriciels, des sondes de 200 éléments. On passe aujourd'hui à des sondes de 4000 éléments. C'est une des sondes que j'avais développée dans ma précédente fonction à Philips. C'est une sonde matricielle, 64 lignes, 64 colonnes, ça fait à peu près 4000 éléments. Vous voyez ici l'élément essentiel, c'est ce petit carré-là. C'est des sondes en céramique piézoélectrique conventionnelle. Et la petite barre que vous voyez à travers ce réseau, c'est simplement un cheveu, un de mes cheveux. Aujourd'hui, ces technologies maintenant vont être supplantées par ce qu'on appelle des technologies. Oui, mais il m'en reste encore. Des technologies de type CMUT. CMUT, ça veut dire Capacitive Micro Machine Ultrasound Transducer. Ça, c'est le laboratoire le plus avancé au monde qui en fabrique. C'est le laboratoire de Pierre Kouriakoub à Stanford, où vous voyez ici un élément essentiel, c'est 400 microns par 400 microns. Et le petit tambour qui résonne ici fait à peu près une trentaine de microns par une trentaine de microns. Et on s'est fabriqué donc maintenant en solid state des réseaux plans très très larges en utilisant des technologies de ce type. En IRM, après avoir démarré avec des IRM de 0,5 Tesla, on est passé à 1,5 Tesla. Aujourd'hui, ce qui est classique, c'est du 3T. On commence à voir du 7 Tesla et il y a Neurospin à Orsay qui développe une infrastructure 12 Tesla pour l'imagerie du cerveau. Donc plus on augmente en champ magnétique, meilleur est le signal sur bruit. Et il y a de plus en plus apparition de systèmes combinés pour marier les performances de deux modalités. Le PET-CT est un bon exemple. Le PET donne une excellente information fonctionnelle d'un organe, mais une très pauvre information spatiale. Résolution spatiale est très mauvaise. Le scanner, par contre, donne une très bonne information spatiale, résolution spatiale, mais est très pauvre en résolution fonctionnelle. Donc, combiner les deux donne le meilleur des deux. Donc, schématiquement parlant, voilà l'environnement dans lequel on se place. Alors, aujourd'hui, on veut tout faire tout très vite. La vitesse, généralement, est synonyme de performance. Et performance, pourquoi ? Performance pour tout ce qui est traitement d'image. Je vais vous en montrer quelques exemples. Performance pour tout ce qui est acquisition, rendu, visualisation et segmentation en tridimensionnel, en 3D et en 4D, la quatrième dimension étant le temps. Et pour tout ce qui est concept de système intelligent, CAD, c'est Computer Aided Detection, et CDSS, c'est Computer Detection System, c'est les systèmes intelligents. Donc, quand on regarde le traitement d'image, il y a une modalité qui consiste quelquefois pour les gens qui ont des problèmes cardiaques dans les coronaires de poser un stent, qui est un petit ressort, qui vient écarter les parois du vaisseau. Ça se fait généralement sous visualisation rayons X. Voilà ce qui se faisait il y a 5-6 ans, où le cathéter a deux marques, ici 2 points un peu plus brillants aux rayons X, sachant que le stent est entre les deux. Voilà maintenant ce qu'on fait en temps réel, où on voit même les spires du ressort du stent. Et voilà par exemple une information intéressante parce que le stent est courbé, il est mal placé. Et il faut le replacer. Donc, énormément de progrès dans le traitement à cause des vitesses que l'on arrive à traiter. En échographie, qui est un domaine dans lequel je suis un peu plus familier, voilà, ça c'est le cerveau d'un bébé de 28 semaines, où on voit une excellente résolution, ventricule, et ici, malheureusement, une masse, une lésion maligne dans le cerveau. Voilà ici, c'est une fistule artério-veineuse. C'est une veine dans la jambe, ça c'est un petit flap de la veine qui arrête le sang et qui le fait passer, mais là il reste entièrement ouvert et ce que vous voyez ici, c'est les globules rouges qui sont amassés, qui tourbillonnent à un moment donné. Et ça c'est l'imagerie d'un
d'un sein obtenu avec notre système que vous a décrit brièvement Mathias. Là aussi, également, une très bonne résolution au contraste, c'est la capacité de voir ces niveaux de gris différents au sein de l'image de l'organe que l'on regarde. 3D, 4D. Aujourd'hui, c'est partout. Ça ici, c'est le 3D d'une image rayons X, où vous voyez en particulier ici le rétrécissement d'un vaisseau. Ça, c'est l'acquisition 3D d'un système d'angiographie rayons X qui tourne autour du patient. Et vous voyez toute l'information ici, c'est dans le cerveau, de toute la vascularisation du cerveau. Ça, c'est une image de scan obtenue d'un patient. Alors, ce qui est intéressant avec les images de scan, c'est qu'on peut virtuellement ouvrir le crâne, virtuellement enlever le cerveau et visualiser toute la vascularisation à l'intérieur du cerveau. On voit en particulier le cercle de Willis ici qui connecte la partie droite et la partie gauche. Ça, c'est de l'échographie 4D, c'est-à-dire que c'est du 3D spatial plus la dimension temporelle qui rajoute la quatrième dimension, avec une sonde matricielle qui fait à peu près 4000 éléments dans ce cadre-là. En échographie, tout le monde connaît les images de fœtus. Et ça, en fait, c'est une information 5D. Il y a les 3 informations spatiales. Il y a une information temporelle que je ne montre pas ici dans ce cadre-là. Ça fait donc 4e dimension. Et la 5e dimension, c'est la fonction. Ici, c'est une IRM d'un patient qui a Alzheimer. Et c'est l'IRM fonctionnel. Et ce patient, on lui donne des stimuli externes et on regarde la réaction dans le cerveau de ces stimuli. Donc on a des points qui s'allument comme ceux que l'on voit ici. Donc c'est 5 dimensions ici dans cette image-là. Ça, c'est la médecine nucléaire en 3D. Ça, c'est l'IRM du cœur. On sait faire de l'IRM cardiaque. Ici, c'est un scanner des coronaires. Là, la même chose, on a enlevé le cœur. On regarde que les coronaires. Et on voit en particulier ici, là où c'est très blanc, c'est qu'il y a beaucoup de calcification et la coronaire est bouchée. Et ici maintenant, ça c'est une image cardiaque en IRM, obtenue sur un patient sur lequel on a fait une greffe sur la coronaire. Et vous pouvez voir là, tous ces petits tirets là ici, c'est en fait les agrafes qui retiennent le greffon sur la surface du cœur. Donc on obtient maintenant des résolutions absolument extraordinaires, absolument phénoménales. Alors le concurrent de l'IRM cardiaque, eh ben, c'est le scanner X cardiaque. Ça, c'est une image qui a été obtenue à Tel HaShomer à Tel Aviv, d'un des premiers patients sur lequel on passait un système d'acquisition scanner X 3D. Donc voilà ce qu'il y a sur le milieu. Ça, c'est du cœur en médecine nucléaire, du cœur en scanner, du cœur en IRM, et puis dessous, il y avait le cœur en ultrason. Donc il y a le 3D, le 4D partout. Maintenant, il faut savoir l'exploiter. Et quels sont les traitements intelligents que l'on peut faire bien, ces diapos-là sont au bon soin de Nicolas Ayache de l'INRIA. Quand on veut faire une mesure de volume sur une image que l'on a acquise en 3D directement, ou même 4D, on utilise des techniques d'active contouring. C'est-à-dire qu'on part d'un volume donné ici, la sphère, que l'on déforme pour matcher la surface ou le volume de l'organe que l'on vient d'imager. Donc là, vous avez tous reconnu, c'est une vertèbre. Ici, c'est la même chose à partir d'une image rayons X. Ici, c'est un anévrisme de l'aorte abdominale, là, ici, cet élément-là. Là, vous avez, à partir d'une image d'échographie, le volume du ventricule gauche du cœur, et en réduisant la taille de la maille, on améliore la résolution. Ça, c'est les poumons, et on peut regarder les mouvements anormaux des poumons. Ça, c'est tout le cœur qui est finalement reconstruit de cette manière-là. Et la même chose, mais en rajoutant la partie temps, donc le cœur qui bat, avec tous ces éléments qui ont été reconstruits. Et là, ici, c'est une acquisition pratiquement corps entier, c'est du cou jusqu'à la taille d'un patient sur lequel on sait reconstruire par ces méthodes-là. Donc voilà les poumons qu'on arrive à replacer dans le cadre de l'image. Donc c'est du 2D avec du 3D mélangé. Le rein gauche, le rein droit, la même chose. Le foie,
qu'on arrive à insérer de la même manière dans le contexte 2D de ce qui a été acquis. On va voir la rate là dans quelques instants. Voilà la rate ici. Et puis enfin l'aorte abdominale. Et quand on a tous ces éléments, on peut tous les remettre ensemble et analyser une image qui a cette tête-là. Donc tout ça, ça se fait pratiquement en temps réel. C'est les vitesses de traitement que l'on sait faire. La problématique aujourd'hui du radiologue, il y a un article qui est apparu dans Lancet il y a maintenant 18 mois. Le radiologue, pour faire correctement son boulot, devrait normalement visualiser 30 000 images par jour. Vous faites le calcul, ce n'est pas possible. Donc il faut l'aider. Alors pourquoi autant d'images ? Là, c'est l'image, c'est le scan d'un poumon. Un poumon, ça va de là à là. L'examen dure 15 minutes et on acquiert à peu près 5 000 images. Donc c'est énorme comme volume. Donc il faut aider le médecin à naviguer à l'intérieur de ce volume et à naviguer de manière intelligente. Donc on peut éventuellement lui proposer une image comme celle-ci, qui est la même chose que ça, mais en rendu 3D. Et là, je voudrais que vous regardiez ce petit point là ici, cette petite boule là ici, c'est un nodule pulmonaire. Mais en fait, ce n'est pas le seul. Si on programme une infrastructure informatique intelligente autour, voilà, on a vu celui-là, mais la machine peut dire au médecin, allez voir ailleurs, ici, il y en a peut-être d'autres. Ou avec l'intelligence que vous m'avez programmée, moi, j'ai ressorti ces autres informations. Donc, c'est de l'aide au diagnostic. Dans quelques années, je sais que ce que je vais dire, ça ne fait pas plaisir aux médecins, mais dans quelques années, je pense qu'on pourra arriver directement à des systèmes qui pourront aider mieux le diagnostic, simplement pas uniquement faire la détection, mais aussi programmer et proposer un certain nombre de solutions diagnostiques pour le patient. Alors, on parle d'électronique. Les diagrammes que je vais vous présenter ici, c'est des courbes qui sont disponibles chez Intel, qui fabrique des microprocesseurs. Et ça dit quoi ? Ça dit que la largeur du trait qu'on sait maintenant gravé sur le silicium, la réduction à peu près, c'est 13% par an. Donc ça suit cette courbe-là. Derrière, ça veut dire qu'avec des traits beaucoup plus fins, on sait mettre beaucoup plus d'informations sur la même taille de silicium. Et voilà, c'est compté en nombre de portes ou nombre de transistors. Il y a un doublement de densité d'intégration tous les 18 mois. D'où la fameuse loi de Moore. Ce n'est pas une loi, Moore connaissait bien son métier, donc c'est de là que ça vient principalement. Comme ces éléments, ces transistors sont très proches l'un de l'autre, on sait accroître donc la vitesse de transfert de l'information d'un transistor à un autre. D'où l'accroissement de vitesse qui est disponible. Et tout ça maintenant se fait avec une réduction de puissance qui, elle aussi, suit cette même loi. Et là, vous voyez les microprocesseurs Intel et les mémoires Intel, et c'est la courbe qui fait doublement d'intégration tous les 18 mois, ce serait une ligne droite entre la courbe rouge, la droite rouge et la droite jaune. Alors avec ça, qu'est-ce qu'on fait ? La deuxième société que j'ai aidé à créer aux États-Unis, la première, c'est quand j'étais encore étudiant à Stanford. La deuxième, je travaillais dans une autre société et j'avais fait un pari avec mon patron qu'on arriverait à faire un échographe petit et qui fonctionne sur pile et qui ait les mêmes performances qu'un échographe normal. Et à un moment donné, on a démontré le concept, et à un moment donné, il fallut trouver de l'argent. Et l'argent, on l'a trouvé au département de défense américain. Je suis resté plusieurs années consultant du département de défense. Et le but a été de faire, peut-on faire un échographe dans un produit comme celui-ci, qui n'est rien d'autre que la taille d'un téléphone portable ? La réponse est naturellement oui. Et la visu peut se faire là-dessus, ou la visu peut se faire sur des nouvelles générations de visu sur fond de rétine qui ont été développés pour l'armée à l'époque. Ces produits, naturellement, ont été installés dans tous les points chauds du globe dont on parle. Une société a été créée, et cette société, aujourd'hui, s'adresse à vendre ses produits dans
milieu classique de l'échographie et une base installée d'à peu près 90 000 de ces échographes aujourd'hui à travers le monde, et en particulier dans le SAMU à Paris, il y a des échographes de ce type. C'est-à-dire que le malade, le médecin sait en arrivant à l'hôpital éventuellement ce qu'a le malade, parce qu'il y a un protocole qui a été établi, on scanne le malade, on regarde ces points-là, et l'information est envoyée à l'hôpital directement. Donc c'est plus vite, mieux éventuellement. Autre chose qui est importante, c'est le produit que je vous ai montré ici, il fonctionne sur pile. Et aujourd'hui, on arrive à une certaine limite des piles classiques, ion, lithium ou autres. Et beaucoup d'efforts sont faits pour développer des piles à combustible. Et le département de défense américain, ça c'est un de ces documents ici, a mis le doigt sur les piles au méthane qui sont maintenant commercialisées au Japon sur certains ordinateurs portables ou autres. Donc avoir une plus grande densité d'énergie sur un même volume, dans un même surface. Puis troisièmement, comme on fait de l'imagerie, il faut visualiser sur un écran les images que l'on fait. Donc là, ici, vous avez des courbes qui représentent, ça c'est le moniteur classique, le CRT, pardon, il est là, ça c'est le plasma, ça c'est les écrans LCD, et ça c'est les diodes électroluminescentes organiques. Donc vous voyez, ça c'est les années, et là ici, ce sont les résolutions que l'on peut obtenir. Eh bien, aujourd'hui, si beaucoup de gens utilisent le LCD sur des gros écrans, il faut que vous sachiez, c'est que sur des écrans comme ceci ou les petits écrans qu'il y a sur vos appareils photo, c'est toutes des technologies organiques LED qui sont utilisées, parce qu'aujourd'hui, ça coûte moins cher que le LCD, et ça a une meilleure efficacité au point de vue puissance. L'avantage des diodes organiques, c'est qu'on n'a pas besoin de les éclairer par derrière. Le point qu'on excite s'auto-illumine. Donc on gagne d'énergie. Mathias vous a parlé tout à l'heure de médecine moléculaire. Donc je voudrais juste mettre au point un certain nombre de définitions. Qu'est-ce qu'on appelle l'imagerie moléculaire ? L'imagerie moléculaire, c'est l'utilisation d'agents de contraste spécifiques qui sont conçus pour cibler l'expression d'un biomarqueur afin de démontrer ou de visualiser le lieu et l'étendue d'une maladie, que ce soit au début ou pendant le traitement. À ne pas confondre avec le diagnostic moléculaire, qui lui est un test in vitro d'un certain nombre de biomarqueurs, que ce soit des protéines ou de l'ADN, qui sont exprimés dans les fluides ou les tissus et qui sont utilisés pour diagnostiquer une maladie avant même que certains symptômes cliniques soient évidents. Et le dernier point, c'est la thérapie moléculaire, c'est une thérapie génique ou cellulaire qui inclut des délivrances de médicaments in situ ou des médications ciblées pour le cancer. Ici, il y a un certain nombre de maladies. Qu'est-ce qu'elles ont en commun ? Elles ont un point commun, toutes ces maladies. Il n'y a aujourd'hui aucun test diagnostique disponible pour ces maladies-là, qui sont importantes. On sait les visualiser, mais on ne sait pas les prévenir. D'où l'intérêt de toutes ces recherches qui sont faites aujourd'hui en médecine moléculaire, c'est d'essayer de trouver des tests de dépistage pour ces maladies. C'est un business très important, puisque c'est les prévisions de vente, l'année dernière, les prévisions de vente, l'Avastin, qui est un médicament qui est utilisé en particulier pour bloquer l'angiogénèse. L'angiogénèse, c'est la création de vaisseaux qui viennent abreuver des tumeurs et les font grandir. L'Avastin est un médicament qui a été développé au départ par Genentech, et puis je ne sais pas si vous suivez ce milieu, mais Roche vient de racheter Genentech il y a quelques mois pour s'accaparer ce marché. Alors pourquoi je présente ça ? Parce que nous, même dans notre petit domaine de l'échographie, on a éventuellement un rôle à jouer. Et le rôle est le suivant. Traiter un patient ou une patiente avec un médicament comme celui-ci est quelque chose qui coûte extrêmement cher. Traiter un patient par Avastin pendant 1 an, ça vaut entre 200 et 250 000 euros. Et on n'est pas sûr qu'il y aura une bonne réaction à la médication. Donc si on met au point un système d'imagerie qui permet de visualiser le fait que le patient ou la patiente est réceptif ou non aux médicaments,
on peut soit continuer la procédure, ou alors arrêter et changer un autre médicament. C'est un domaine extrêmement important, et beaucoup de centres académiques de recherche aujourd'hui travaillent sur des modalités de ce type. Alors, quelles sont les problématiques de collaboration en imagerie moléculaire ? Les problématiques, elles sont principalement des problématiques comment on arrive à lier un environnement académique avec un environnement industriel. Il est évident que dans ce domaine-là, on parle d'écologie de coévolution. On a besoin de spécialistes en imagerie, de spécialistes en agents de contraste, de spécialistes en pharma, de spécialistes des gens qui savent comment on délivre des drogues, des médicaments, de spécialistes en cellules souches éventuellement, ou en diagnostic moléculaire. Et le gros dilemme de l'innovateur, c'est comment satisfaire à la fois Wall Street, la bourse, et ses actionnaires et ses clients, et investir dans de nouvelles technologies de rupture à très fort risque. Aux États-Unis, le gouvernement et le NIH ont pris le lead dans ce domaine-là et ont été véritablement les catalyseurs du développement de ce nouveau type de médecine. Alors, quel est l'impact de l'imagerie moléculaire ? L'impact, il est multiple. Un, c'est la possibilité de faire un diagnostic précoce et prévention dans ce sont les trois grands domaines que l'on cherche à diagnostiquer, le cardiovasculaire, le cancer et tout ce qui est attaque cérébrale liée à la neurologie. Deux, c'est une meilleure compréhension des mécanismes de certaines maladies. Trois, c'est approcher les maladies avec de nouvelles thérapies, que ce soit des thérapies géniques ciblées, cellules souches, les problèmes de transplantation d'organes et de tissus, les fonctions et réjections d'autres, et puis aussi que ce soit, il y a aussi tout l'aspect bioterrorisme, mais ça c'est un autre domaine. Ce que le NIH a mis en exergue, c'est qu'aujourd'hui, il semblerait qu'on ait une très bonne connaissance du fonctionnement et du ciblage et de la compréhension au niveau de la cellule, qu'on aurait imagé pratiquement toutes les souris du globe, et ce passage-là s'est passé assez vite relativement, et la grande question ici, c'est comment passer de la souris à l'homme, et comment accélérer les processus de passage de la souris à l'homme. Donc il y a toute cette médecine translationnelle qui est multidisciplinaire, qui est en train de s'établir. Alors, dans le cadre du multidisciplinaire, j'utilise mon alma mater qui est Stanford. C'est le grand centre BioX qui a été créé qui a été financé en grande partie par Jim Clark. Jim Clark est un ancien étudiant de Stanford. C'est lui qui a créé Silicon Graphics. C'est lui qui a créé Netscape après. C'est lui qui a donné à l'université 300 millions de dollars pour créer ce grand site multidisciplinaire. Il en a retiré la moitié le jour où George Bush a décrété que toutes les études en cellules souches étaient interdites, et il les a redonnées là, il y a 15 jours. Ce site existe aujourd'hui. C'est véritablement un site multidisciplinaire. Vous voyez, des gens, au départ, il y avait Steve Chu qui est parti à Stanford et qui est maintenant parti au gouvernement Obama. Il y avait un pédiatre, responsable de microbiologie, bioengineering, radiologie, le droit, tout ce qui est avocat, transfert de brevets, l'informatique, biologie structurelle, psycho, médecine, biologie génétique et mechanical engineering. Donc c'est véritablement un environnement, et quand vous visitez ce centre, ils sont tous là. Ils sont tous ensemble, leurs bureaux sont joints, tous les étudiants se mélangent, il y a un discours et un foisonnement d'idées qui est assez extraordinaire. Bon, alors, les agents de contraste ultrasonores, qu'est-ce que c'est ? Mais d'abord, je voudrais vous en montrer l'intérêt. Ici, ce que vous voyez, c'est un cœur qui bat en échographie, et le ventricule gauche ici est très coloré parce qu'il y a plein d'agents de contraste, et ça, c'est le muscle cardiaque, le myocarde. À un moment donné, voilà, on envoie une puissance plus forte et on détruit tous les agents de contraste dans le muscle cardiaque. Et vous voyez qu'au cours du temps, le muscle cardiaque se remplit de nouveau d'agents de contraste. Donc l'idée, quand on a commencé à voir ça, ça a été de dire, voilà, on va essayer d'évaluer la perfusion du muscle cardiaque. Alors, comment ça marche ? Ça marche, on injecte les agents de contraste, on obtient une imagerie baseline, on envoie un flash de puissance un peu plus élevée pour détruire tous les agents de contraste qui se trouvent dans le myocarde, et on regarde le temps que l'on met pour reperfuser l'organe
jusqu'à ce qu'il était précédemment. Donc on va mesurer ce temps de reperfusion. Ce paramètre peut servir à faire une autre image, qui est une image paramétrique qui regarde le temps de reperfusion de l'organe. Donc je reprends le même cœur, une autre coupe. Vous voyez que, alors je vous signale, c'est fait sur un chien et on lui a ligaturé certaines coronaires. C'est pour ça qu'ici, il n'y a pas une bonne reperfusion et ici non plus. Mais voilà une image qui est une image paramétrique qui simplement représente la reperfusion du myocarde à travers le temps avec la même information temporelle que l'information originale échographique obtenue. Donc un nouveau type d'information, un nouveau type d'imagerie. Alors qu'est-ce que ces agents de contraste ? C'est principalement pour l'échographie des microbules. C'est des choses qui font à peu près 10 à 20 microns. La coquille était faite au début en saccharose, du sucre. De plus en plus, c'est de l'albumine. Sur ces agents de contraste, on va pouvoir venir y incorporer un système de ciblage, ce que j'ai appelé ici le code postal moléculaire, c'est-à-dire que l'agent de contraste va savoir où se diriger et où aller dans le corps une fois injecté. Et comme c'est finalement un véhicule qui circule dans le corps, on peut lui assigner une charge, un médicament ou un agent spécifique pour imagerie. Donc on a un nouvel agent de contraste qui sait où aller et qui sait ce qu'il doit délivrer. Donc ce genre de choses maintenant sont utilisées de manière le ciblage en routine, la délivrance de thérapie, c'est en cours, c'est principalement une étude préclinique pour l'instant. Mais ce qui est intéressant, pourquoi les ultrasons sont intéressants ici ? Parce qu'en fonction des puissances que l'on émet, la bulle a un comportement différent. Donc vous voyez ici, avec ce que j'ai appelé ici un faible indice mécanique, c'est-à-dire qu'on envoie peu de puissance acoustique, vous voyez la bulle respirer. Et en fait, quand on va l'insonifier, elle va renvoyer une information au double de la fréquence d'insonification. C'est une imagerie d'harmonique, typiquement. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que cette bulle, lorsque on envoie une énergie ultrasonore beaucoup plus forte, vous voyez, elle se casse. Et ce que l'on peut faire, c'est si le médicament est à l'intérieur de la bulle, une fois que la bulle est ciblée, arrive à l'organe ou à la pathologie d'intérêt, on envoie une puissance ultrasonore supplémentaire, la bulle se casse et le médicament est délivré in situ. Donc c'est le processus, c'est ce concept-là que l'on cherche à mettre au point. Donc ça, c'est pour vous montrer les résonances harmoniques de la bulle. Ça, c'est la fondamentale à 3 MHz. Donc l'intérêt de ces agents, de ces particules ciblées, c'est pour l'imagerie diagnostique, pronostic ou réponse à une thérapie, pour les problèmes de délivrance de médicaments, de gènes, d'anticorps, et aussi pour tout ce qui est thérapie adjuvante, la sonothrombolyse ou éventuellement un transfert de gènes. Donc, pour vous montrer comment ces bulles sont utilisées, voilà ici un examen du foie, le même patient en scanner et ici en échographie. Donc, vous voyez ici, on arrive à voir les petits vaisseaux tortueux tout petits qui viennent alimenter la tumeur, que l'on ne voit pas en scan. C'est la phase artérielle. Vous voyez ici une image d'une lésion du foie, c'est un cancer hépatocellulaire, qui est assez importante. Et vous voyez ici tout ça, c'est tous les petits vaisseaux qui viennent vasculariser la tumeur. Voici la même tumeur pendant l'opération chirurgicale. Donc c'est bien on a bien visualisé la bonne taille et au bon endroit. Ici, une autre problématique, les métastases hépatiques, le scanner, l'échographie. Donc l'échographie, je vous rappelle les avantages, il n'y a pas de rayonnement, c'est facile à utiliser et le patient n'est pas immobilisé pour longtemps. Donc vous retrouvez exactement les mêmes structures qu'il y a sur le scan, les 3 points là, ici, etc. Donc tout ça, c'est grâce aux agents de contraste. Une autre application, c'est ces agents de contraste ciblés dans le cas d'un thrombus. Alors un thrombus, qu'est-ce que c'est ? C'est un agrégat de globules rouges qui sont faits prisonniers dans un espèce de filet de fibrine. On sait développer des agents de contraste qui viennent cibler la fibrine. Donc ce que vous voyez ici, toutes ces petites sphères, ces petites bulles ici, c'est des agents de contraste qui ont été conçus pour cibler la fibrine, qui viennent donc
se figer sur ce petit réseau-là qui est ici. Et on peut visualiser ça de meilleure manière ici en échographie. Ça, c'est une image échographique. Et ces mêmes agents ont un avantage, c'est qu'ils fonctionnent aussi en IRM et qu'on arrive ici à fixer à 1,5 Tesla et même à 5 Tesla. Ces imageries paramétriques dans le futur peuvent permettre une imagerie, ça c'est un foie, de perfusion du foie, de volume vasculaire du foie ou de vitesse moyenne du débit sanguin à travers le foie. Donc c'est des types d'imagerie différentes. On commence à s'habituer à regarder ce type d'image. Et éventuellement avoir une nouvelle vision sur certains traitements cardiaques. Alors voilà par exemple, ça c'est un examen de cardiologie en médecine nucléaire pour vérifier la perfusion du muscle cardiaque. Et, cliniquement parlant, on voit que les parois latérales du myocarde sont bien perfusées. Et le problème que l'on se pose, c'est est-ce que l'apex du cœur est, lui, bien perfusé ? Il y a un certain nombre d'agents de contraste ciblés qui ont été développés. Et il y en a qui ont été développés pour visualiser ce qu'on appelle les cellules apoptotiques. L'apoptose, c'est un état avant la nécrose. C'est des cellules qui sont ciblées pour mourir. Et on sait cibler un agent de contraste pour se fixer sur ce type de cellules. Et là, dans ce cadre-là, il n'y a aucune ambiguïté. Ça, c'est l'apex du cœur. L'agent de contraste en question, c'était l'apomate. Et on arrive à démontrer ici que oui, il y a pas mal de cellules apoptotiques. Donc ça, c'est le diagnostic. Un diagnostic sans thérapie a très peu de sens. Donc ici, c'est une vision d'une thérapie future. C'est l'insertion d'un cathéter sous visualisation, ici c'est IRM. Le cathéter vient se placer à l'apex du cœur et on injecte des cellules souches pour venir solutionner le problème qui est ici. Ça a été fait sur un cochon en collaboration avec Eugene dans l'Oregon et l'Université de Californie, San Francisco. La même chose au point de vue ciblage et thérapie. C'est un agent de contraste, c'est une image de scan ici, un agent de contraste qui vient cibler l'angiogénèse, c'est-à-dire tous les vaisseaux qui viennent alimenter une tumeur. Et sur un de ces agents de contraste, on lui a injecté de la fumagiline, c'est rien d'autre qu'un champignon, mais qui vient tuer justement l'angiogénèse. Donc vous voyez, une semaine après, sur ce lapin, l'angiogénèse a été fortement réduite, et ça, c'était le lapin de référence, et il n'y a eu aucune modification. Donc ça, c'est les prémices justement de la thérapie sur agent de contraste. Et ça, c'est les travaux qui sont faits par Kriegmunen à Bordeaux sur l'utilisation de la chaleur, donc les ultrasons focalisés, un peu le HIFU dont vous parlez tout à l'heure, Mathias, pour venir induire l'expression d'une protéine thérapeutique à l'endroit que l'on veut, au moment où l'on veut, et avec la bonne concentration thérapeutique. Et on est arrivé, enfin, l'équipe de CRIT est arrivée à bien visualiser l'expression de ce gène ici grâce à une protéine sensible à la chaleur. Alors Mathias vous a parlé de l'échographe qu'on a développé. L'échographe qu'on a développé, on avait un avantage, c'est qu'on n'avait pas de base installée, donc on a pu s'arrêter et réfléchir sur la manière dont on voulait développer un échographe. Et on a regardé quelles étaient les industries qui nous entouraient, qui avaient la même problématique que nous. C'est-à-dire traiter un nombre d'informations énorme dans un temps très rapide. Et l'industrie qui répondait à ce critère, c'est l'industrie du jeu vidéo. Donc on s'est rapproché d'eux. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris pas mal de technos qui ont été développés dans l'industrie du jeu vidéo. On n'a rien réinventé, on les a pris tels quels. Et on a fabriqué un échographe à partir d'éléments de jeux vidéo. Aujourd'hui, on n'a pas de formation de voix classique dans l'échographe. On acquiert toute l'information brute. On la transfère en brut par un bus ultra rapide sur une carte serveur du commerce avec des accélérateurs de traitement jeux vidéo. Et on arrive comme ça à traiter 10 000, 20 000 images par seconde. Donc très rapidement. Donc tout l'environnement est un environnement logiciel. Donc on a utilisé là ici tout ce qui se développait dans le microprocesseur
et dans l'industrie du jeu vidéo. Donc, comme vous le disait Mathias, le défi ici était de comment combiner une information anatomique, morphologique que propose tout échographe classique sur le marché aujourd'hui avec une information qui est liée plus à la physiopathologie de l'organe. Aujourd'hui, beaucoup de gens, la palpation manuelle est encore enseignée en école de médecine, mais vous comprendrez bien que la résolution ne sera jamais meilleure que la largeur d'un doigt, et plus vous allez en profondeur essayer de trouver quelque chose qui sera dur, moins bonne sera la résolution. Donc, essayez de faire ça de manière non plus subjective, mais objective, et derrière, en essayant de quantifier la fonction dureté de l'organe ou de la lésion en question. Donc voilà quelques cas des tissus sains là pour l'instant. Donc juste voir les résolutions spatiales, les résolutions de contraste. Ça c'est un kyste, un gros kyste. Ici, ça c'est un fibroadénome. Ce qu'a dit Mathias tout à l'heure, les ondes de cisaillement ne se propagent pas dans les fluides. Donc ici, on a une zone suspecte. On voit qu'on n'a pas d'information. Pas d'information, ça veut dire information que c'est fluidique. Donc c'est un kyste. Ça a été vérifié derrière par biopsie. Et là, on voit les deux côte à côte. Et on voit bien qu'on n'a pas d'information sur ces deux kystes en question. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui, nous avons 17 sites cliniques expérimentaux à travers le monde. 7 aux États-Unis, 10 autres en Europe, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Italie. Qu'on a un principal investigator, c'est le chef du département de radiologie du Hammersmith à Londres, qu'on a un protocole entièrement normalisé, les Américains et les Européens ont accepté de suivre exactement le même protocole, et qu'on a une biostatisticienne indépendante qui nous a donné les références sur le nombre de patientes que l'on devait collecter. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 1200 patientes et on a à peu près 18 000 clichés dans notre banque de données. Le but étant de démontrer qu'on peut accroître la spécificité du diagnostic par la méthode d'élastographie transitoire que Mathias a développée. Donc voilà l'exemple encore d'un kyste beaucoup plus gros où effectivement il n'y a pas d'information onde de cisaillement à l'intérieur de ce kyste. Et ça, c'est un fibroadénome. Alors voilà des exemples sur une image B comme celle-ci. Bon, les professionnels vous diront, et ils ont raison, on n'a pas besoin d'élastographie, on sait tout de suite que c'est un cancer. Pourquoi ? Parce qu'un cancer en échographie donne une ombre derrière sans information importante, et que quand on regarde la morphologie ici, c'est un cancer dit spiculé, c'est-à-dire que ça part un peu dans tous les sens, et ça c'est le signe sans aucun doute d'un cancer. Mais ce qui est intéressant dans la partie élasticité qui est montrée ici, c'est ce que montrait Mathias tout à l'heure, c'est qu'au point de vue dureté, ce cancer n'est pas homogène. Et ça peut très bien servir au corps médical pour améliorer le guidage d'une biopsie. On va venir biopsier ici ce centre qui est plus mou ou la partie qui est plus dure derrière. Donc on retrouve des cancers de ce type tout au long de... Voilà encore un autre typique, mou à l'intérieur, dur autour. Une autre caractéristique qui est importante d'un point de vue médical, c'est si vous faites le tracé sur l'image morphologique de la taille de la lésion, si ce tracé est plus petit que celui que vous pouvez obtenir sur l'aspect élastographique, c'est un cancer. Et ça a été démontré dans le cadre d'un certain nombre de biopsies qui ont été faites. Bon, l'application vasculaire que Mathias vous a montrée, je voudrais simplement insister sur un point. On voit donc, ça c'est la carotide, la bifurcation carotidienne, la veine jugulaire est ici, et ici il y a une plaque. Et ce qui est important, cliniquement parlant, c'est la structure de la plaque. Alors ici, c'est un peu rassurant, c'est qu'on a un point rouge, c'est dur, dans la convention que nous avons choisie. Donc ce qu'on voit ici, c'est que cette plaque a un élément dur. Si la plaque était entièrement molle ou souple, il y aurait eu des problématiques et des risques de rupture de plaque. Et l'approche thérapeutique sur des patients va varier en fonction de la dureté de la plaque. Donc avoir cette information est une information importante d'un point de vue clinique. Alors juste un point en conclusion. Quand on fait de la recherche ou quand on fait du développement,
il y a des choses qui, à mon avis, sont importantes à prendre en compte. Il faut d'abord penser rupture. Une innovation ne peut se faire que par le biais d'une rupture. Dans le cadre de ce que Mathias et moi vous avons présenté, c'est une rupture technologique. Mais il existe d'autres ruptures qui sont tout aussi valables. Les ruptures d'un business model. Amazon, c'est un bon exemple. Ce qu'a fait Apple ici, il n'y a rien de technologiquement différent, mais tout le concept business model de ce petit objet-là est absolument phénoménal. Donc d'abord, penser rupture. Deuxième chose, qui à mon avis est extrêmement importante, c'est d'utiliser les capacités R&D qui existent pour créer des innovations dans de nouveaux domaines. Donc c'est ce qu'on appelle la partie créativité. Donc il faut être créatif. Il faut essayer de voir ce qui existe dans d'autres domaines et voir comment on ne peut pas les appliquer dans le domaine dans lequel nous sommes. Troisième point, il faut oser la vision à long terme. Tout ce que je vous ai raconté sans médecine moléculaire, ça ne donnera pas des résultats immédiatement. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de ne pas investir dans ce domaine. C'est trop important. Et dernier point, c'est créer des partenariats. Parce que ces partenariats vont nous permettre d'avancer plus vite et vont nous donner accès à de plus grandes possibilités. L'exemple typique qui était utilisé par un de mes anciens patrons il y a quelques années, c'était celui-ci. Ce qui s'est appelé le radio stent. Ça vient d'un étudiant de l'université de Michigan Ann Arbor qui s'est dit, voilà, le stent, c'est quoi? C'est un morceau de métal qu'on rentre à l'intérieur du corps humain. Ben, si ce morceau de métal, je l'oriente correctement, je peux en faire une antenne. À partir du moment où je peux en faire une antenne, pourquoi ne pas essayer de raccrocher à ce stent, une fois qu'il est placé à l'intérieur d'un vaisseau, un certain nombre de senseurs, de microsenseurs, de microcapteurs. La première idée qui était ici, c'est de faire des senseurs de pression pour savoir si le vaisseau allait se reboucher. Avec la nouvelle génération de stents où il y a un médicament à l'intérieur qui va continuer à diluer la thrombose, pourquoi ne pas mesurer, savoir si ce stent va se vider ou pas et d'inventer de nouvelles techniques pour recharger le stent. Donc toute l'idée ici est de dire, voilà, il y a une techno, ça peut servir à autre chose, et pourquoi pas développer un nouveau type de génération de stents derrière. Je voulais remercier un certain nombre de personnes qui m'ont fourni les images et les clichés qui sont là d'anciens collègues, des collègues récents, et le corps médical qui nous soutient énormément dans ce domaine. La conclusion ici, en fait, au début, j'ai enlevé une diapo pour tenir dans les temps. Là, il me reste une minute. Au début, je voulais dire que le monde qui nous entourait, la société était en surmultiplié. Tout allait vite, il fallait qu'on aille très très vite. Et je citais une phrase d'un livre de Milun Kundera qui faisait l'éloge de la lenteur en disant que la vitesse est la nouvelle forme d'extase que la technologie a imposée à l'homme. Et dans son concept, Kundera disait que en fait, l'extase, c'était un état simultané de liberté et d'emprisonnement. C'est-à-dire que l'homme, nous sommes aujourd'hui emprisonnés, aucune connexion vers le passé et aucune vers le futur. Il se trouve que ça, c'est pas très loin d'où j'habite, dans le sud de la France. Et un jour, j'ai vu ce troupeau de moutons. Il faut dire qu'après une vingtaine d'années aux États-Unis, on a perdu le concept de la transhumance. Et ces moutons étaient accompagnés par un monsieur, le berger, avec ses 2 chiens. Et j'ai pris la photo, et puis je suis allé lui parler 5 minutes, et puis je lui ai parlé du temps. Ben, je peux vous assurer que le concept du temps de ce berger était totalement différent du concept de mon concept de temps. Honnêtement, je ne sais pas qui envier. Je vous remercie pour votre attention.